notre trio d'experts sur l'analyse technique. Je vais appeler dans l'ordre Julien Nebenzal, Thierry Béchu et Éric Bertrand. Bonsoir messieurs, bienvenue. On va passer ensemble 3 quarts d'heure, une petite heure sur l'analyse technique. Bienvenue messieurs, bonsoir. Julien Nebenzal, donc à la tête de Day by Day. On vous écoute régulièrement sur BFM Business. Day by Day, donc la recherche indépendante. On est avec ce soir aussi Thierry Béchu, ex-trader, aujourd'hui gérant de fonds alternatifs chez Lombard Odier. Bonsoir Thierry et bienvenue aussi à Éric Bertrand. Éric, vous êtes depuis 10 ans, je crois, chez Euronext. Oui, un peu plus que ça, même si on un peu plus que ça. Un passage à l'extérieur. Bon, et de formation analyste, on peut le dire, analyste financier. Analyste financière. Julien, peut-être pour démarrer. Oui, pour démarrer, merci. Pourquoi vous êtes 3 déjà ce soir? C'est ce qu'on va expliquer justement. On va expliquer comment on s'est rencontrés et puis on a un objet ce soir, c'est de parler de ça, de parler de ce sujet, comprendre et exploiter l'analyse technique. Et puis vous savez qu'on a une petite heure pour le faire. Donc on va être très très bon, mais à savoir qu'on a mis 592 pages pour essayer d'expliquer comment comprendre et exploiter l'analyse technique. Donc soyez indulgents ce soir, parce qu'évidemment, en une heure, on ne pourra pas faire le tour de tous les sujets. Alors pour commencer ce point, je voudrais rappeler comment on est tous rentrés dans ce domaine de l'analyse. Vous en faites déjà, vous la pratiquez à l'occasion de votre trading. Et c'est bien pour comprendre les fondements en fait, de cette discipline, comment on y est arrivé. Je vais vous donner de manière anecdotique mon propre parcours. Je suis sorti j'étais fraîchement émolu des études, j'ai commencé en finance et puis au bout d'un mois, ce que je proposais ne fonctionnait pas. Alors je suis allé voir celui qui m'avait embauché et je lui ai dit « mais toi ce que tu fais ça fonctionne, est-ce que tu pourrais essayer de me dire pourquoi ?» Alors il avait un accent du sud-ouest, il m'a dit « mais tu sais c'est très facile, ce que je fais, j'achète comme c'est sur les supports ». Ah, j'ai dit oui, mais qu'est-ce que c'est qu'un support? Il m'a dit je vais te montrer. C'est quand les cours arrivent dessus, après ils rebondissent. Ah, d'accord. Donc je lui ai demandé oui, mais quand est-ce que ça baisse? Il me dit c'est facile, hein. C'est quand les cours arrivent sur la résistance. Alors, c'était un petit peu le Fernandel de l'analyse technique, mais c'est comme ça que j'ai découvert, moi, l'analyse technique, c'est comme ça que j'ai compris l'outil, c'est que c'est tout simplement un outil de nécessité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut avoir fait les études les plus approfondies possibles, à partir du moment où on veut rationaliser une position sur le marché, on veut optimiser sa décision d'investissement, eh bien l'analyse technique, à ce moment-là, est incontournable. Alors vous la vivez aujourd'hui au travers des outils que vous avez, au travers des forums, au travers des vidéos, au travers de tout un ensemble d'outils, mais que pour ma part, je n'ai pas vraiment connu, puisque j'ai commencé l'analyse technique avec un graphique papier et une petite règle à roulette, mais on a ici des gens qui étaient témoins de la période même antérieure, pas tout à fait préhistorique, mais antérieure, et qui a permis de créer le premier livre d'analyse technique en français. Vous l'avez ici, c'est l'édition de 1994, donc 92, bon 92. Anniversaire à 92. Pardon ? 92. 92, voilà. Donc bon anniversaire pour les 40 ans d'IG, puis pour notre livre, c'est maintenant nos 22 ans. Et Éric, comment cette idée de livre t'est venue? Qu'est-ce qu'était l'analyse technique? Je ne vais pas dire dans les années 60, mais peut-être dans les années 80. Dans les années 60, je n'en faisais pas. Je venais juste de naître. Je suis né en 59. Ceci étant, j'ai commencé à travailler dans ce qui était à l'époque le plus gros agent de change. On parlait encore d'agent de change, on ne parlait pas encore de société de bourse, le plus gros agent de change en France, en 82 et 83. Donc ça remonte à très très loin, ça fait effectivement plus de 30 ans. À l'époque, l'analyse technique, ça n'existait pas en France. Ça existait aux États-Unis, ça n'existait pas en France. J'ai démarré comme analyste financier. J'ai eu la chance rapidement de prendre la direction du bureau d'analyse financière de la société de bourse en question, l'agent de change en question. Et mon boulot consistait à aller voir des directeurs financiers, à suivre l'évolution des sociétés. Tout le monde, je pense, connaît le boulot d'analyste financier. Il n'a pas beaucoup évolué. Les outils ont évolué, mais le sujet lui-même, pas tellement. Et puis, par goût personnel, par curiosité personnelle, parce que j'avais aussi la chance d'avoir un patron qui m'avait envoyé aux États-Unis plusieurs fois, dans le cadre de mon boulot, j'ai eu l'occasion de rencontrer des intermédiaires américains, des investisseurs institutionnels américains qui, eux, pratiquaient l'analyse technique. Je suis un lecteur maniaque, je lis énormément, et quand vous rentrez dans n'importe quelle librairie, y compris en 1982 ou 83 aux États-Unis, dans la section Investing,
il y a toujours dans n'importe quelle librairie, y compris celle qui est dans la station-service du coin, au fin fond de l'Arkansas, vous avez une section investing. Dans la section investing, les 3/4 des bouquins, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas écrits par Warren Buffett, sont consacrés à l'analyse technique. Donc il y avait énormément de matière à prendre. J'ai acheté des tas de bouquins, j'ai travaillé tout seul. Et j'ai appris un certain nombre de choses. Alors c'était une époque qui était dantesque, parce que Julien vient de parler du papier et du crayon. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de cours en temps réel. Il n'y avait évidemment pas d'ordinateur. Les séances de cotation à la Bourse de Paris, je parle des actions françaises, c'était quand même la criée au Palais Brognard de 12h30 à 14h30. C'était tout. Et en tant qu'analyste financier, tous les jours, j'allais au Palais faire des cotations. J'ai coté la Cycli, les extincteurs. La Cycli, c'était moi pendant des années. La cotation, j'entends. La Deutsche Bank, grande maison, dans laquelle tu as travaillé, je crois. Non, c'était la seule. C'est la seule que tu n'as pas faite. Ok. Donc, c'était un monde qui n'a rien à voir avec le monde d'aujourd'hui. Il y avait un truc qui était assez phénoménal. Je passais des week-ends cauchemardesques. Et ça, c'est un truc qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je passais des week-ends cauchemardesques? Parce que comme les graphiques, il fallait les faire à la main, et que j'avais autre chose à faire dans la journée, les graphiques, on les faisait le week-end. Alors, on avait les cours du vendredi. Je passais mon week-end à faire le graphique. Ça prend du temps parce que je partais avec une pile de papier comme ça. Après, il y avait le commentaire du graphique, qui évidemment à l'époque était manuscrit. Le week-end entier. Et c'est quand même du sacerdoce. Hein. Et ceci étant, ça vous fait rentrer le métier dans les mains. Le lundi, j'arrivais au bureau, je donnais le paquet de notes comme ça à ma secrétaire de l'époque, qui très gentiment tapait le tout. Vers le mardi, c'était tapé. Je relisais pour s'assurer qu'il n'y avait pas de faute. Le mercredi, c'était bon. Et le mercredi, on pouvait photocopier et envoyer au client. Ce qui veut dire que dans le meilleur des cas, le client recevait le vendredi des informations portant sur le vendredi d'avant, on est d'accord? Donc, la notion de temps réel n'est pas exactement la même qu'aujourd'hui. Moins qu'on puisse dire. La notion de day trading n'existait pas. Alors, ceci étant, c'était pas complètement, c'était pas rédhibitoire comme inconvénient, parce qu'effectivement, on était un peu moins sujet au court-termisme. Dans la mesure où les outils ne permettaient pas de faire du court-termisme, on avait un petit peu plus de temps devant nous, et du coup, on commentait les graphiques avec une vision un petit peu plus longue, parce qu'on savait que de toute façon, le client ne lirait le commentaire qu'une semaine après qu'on l'ait établi. Alors qu'aujourd'hui, vous ouvrez n'importe quel, vous tapez n'importe quelle URL, vous entrez sur n'importe quel site de bourse, vous avez des graphiques immédiats, quasiment à la seconde. Donc évidemment, les commentaires n'ont pas exactement la même, ne sont pas de la même nature que ceux que j'étais amené à faire à l'époque. Et puis, le truc a eu un petit peu de succès, et on s'est dit, bon, ben, il faudrait peut-être organiser ça de façon à partager le savoir, à se débrouiller pour qu'il y ait un peu plus de gens qui utilisent ces techniques qui étaient intéressantes, qui donnaient des résultats. On met un petit peu de temps à bien fonctionner. Entre-temps, il y a eu un événement phénoménal qui m'a beaucoup marqué, qui était le crack de 87. Alors, entre-temps, on a créé les marchés de produits dérivés, 86 le Matif, 87 le Monep, 87 le crack phénoménal que j'ai vécu dans le bureau de la société de bourse, et je m'en souviendrai jusqu'à mon dernier jour. Quand je dis ça, c'est pas une formule de style, c'est une vérité. C'est un truc qui m'a profondément marqué, qui a marqué ma façon de travailler sur les marchés financiers. Bref, on s'est dit, ça serait quand même bien qu'il y ait un peu plus de gens que juste les 2-3 personnes qui à l'époque faisaient de l'analyse technique, qui soient capables d'en faire. Et d'où l'idée du bouquin. Alors comme le bouquin c'était un énorme boulot, je ne me sentais pas capable parce que j'avais des activités. Déjà que mes week-ends étaient morts à cause de l'analyse technique, je n'allais pas en rajouter en plus avec l'écriture d'un bouquin. Donc je me suis dit, il faut une aide sérieuse pour l'écriture du bouquin. Et c'est comme ça que j'ai fait appel à Thierry, qui travaillait avec moi. Donc on travaillait ensemble, on a passé plusieurs années à travailler ensemble, et on s'est mis ensemble à écrire le bouquin pour la première édition, donc qui, comme on vient de vous le rappeler, remonte au début des années 90. Vous voyez, il y a quand même un petit peu de gestation. À l'époque, j'avais déjà 10 ans de pratique, ce qui, à Paris, était quasiment exceptionnel. Enfin, il y avait très très peu de gens. Il y avait quelques anciens, il y avait des gars beaucoup plus anciens que moi qui avaient pratiqué des points et figures, par exemple, depuis des temps immémoriaux, mais qui n'avaient jamais cherché à faire du prosélytisme et à diffuser les méthodes. Voilà, l'origine du truc, c'est un petit peu ça. C'était une époque qui n'a rien à voir avec l'époque d'aujourd'hui, mais qui permet quand même, qui avait ce gros avantage de permettre d'apprendre les choses calmement. Aujourd'hui, c'est assez difficile, en fait, d'apprendre les choses calmement parce que tout va extrêmement vite. À l'époque, on avait un peu plus de temps.
Ça demandait plus de boulot peut-être, mais en tout cas on avait un peu plus de temps pour apprendre les choses posément et puis pour ensuite essayer de les expliquer, enfin je vous montre ça parce que c'est ce que j'ai sous les yeux, mais enfin c'est plutôt ça pour vous, les expliquer dans quelque chose de lisible. Voilà. Et le produit d'aujourd'hui, en fait, qui explique ce qu'est l'analyse technique, qui explique comment l'utiliser, doit beaucoup aux contributions d'abord de Thierry et puis plus récemment de Julien. Moi, je me suis un peu retiré, maintenant je suis un retraité de l'analyse technique, si vous voulez. Okay, à presque 56 ans, je fais autre chose sur le plan. Je suis toujours dans le secteur de l'industrie financière, mais je m'occupe moins de marché, je m'occupe plus de l'industrie financière que des marchés. Voilà, je crois, comment présenter grosso modo l'origine du bouquin et l'origine de l'analyse technique chez nous. Alors, effectivement, c'est Eric, il vous l'a expliqué, je travaillais avec lui, c'était un de mes premiers stages. J'ai commencé en fait dans cette société de bourse en 1987. Mon stage a commencé en septembre 87. Donc le timing était idéal. Et là, en l'espace de 2 mois, j'y ai appris plus qu'on peut apprendre des fois en 5 ans, parce que j'ai tout appris justement sur quelque chose que je n'avais jamais appris pendant mes études. J'ai fait des études de finance et d'économie. Jamais j'avais appris ça, c'est-à-dire l'importance de la psychologie. Et on s'est retrouvés effectivement dans des situations absolument cataclysmiques, avec la peur verrouillée au ventre. Chaque matin, quand on arrivait en octobre 87, on se disait qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus. Et c'était assez phénoménal. Et pour reprendre un petit peu ce que disait Eric tout à l'heure sur le fait qu'on faisait les choses à la main, à l'époque, effectivement, il n'y avait pas d'intraday sur les ordinateurs, ça n'existait pas. Et donc, on s'était dit, parce qu'à l'époque, on suivait les 6 valeurs vedettes, je ne sais pas si tu te souviens, les 6 valeurs vedettes du MONEP, donc c'était les valeurs d'options. Et donc, on s'était dit, bah, c'est pas mal de les suivre un petit peu à la main, en intraday, en faisant des points et figures. Donc, on avait commencé, je me souviens, c'était sur Paribas. Et donc, on avait Paribas qui devait valoir 480 francs. Et puis, octobre arrive, et puis ça descend, jusqu'au moment où ça arrivait effectivement au sol, et le sol n'y suffisant plus, on marchait dessus, et beaucoup d'investisseurs, bien sûr, ont perdu beaucoup d'argent. Donc, ce qui est intéressant, en fait, ce qui, moi, m'a captivé dans l'analyse technique, c'est justement cet intérêt pour l'analyse, pour la psychologie. Et vous avez derrière moi ce qu'on appelle, donc, et qui est dans le livre, qui est un des best-of du livre, qui s'appelle le cycle de placement du petit porteur. Alors je trouve ça un peu injuste parce que ça a l'air de dire que seuls les petits porteurs sont capables de ce genre de réaction. La réalité, je suis dans l'industrie depuis plus de 20 ans, des professionnels ou supposés professionnels, ils sont exactement dans la même situation dans la plupart des cas. Qu'est-ce qu'on a en fait quand on regarde ce cycle de placement? C'est d'abord le démarrage avec une situation où on est dans un sentiment de frustration parce qu'on n'est pas investi dans le marché. Je vais prendre. On n'est pas investi dans le marché, c'est ici. Et puis on se dit, oh là, il y a une belle tendance haussière, donc on a envie d'y aller. Et puis donc on se sent frustré, donc la cupidité intervient. Et là on commence à acheter. Et puis on se dit, bah, j'avais bien raison, j'étais assez fort. Un petit peu d'ailleurs comme le spot publicitaire que vous avez vu tout à l'heure. Et puis bien sûr, les choses commencent à se dégrader. Et là, il y a une sorte d'aveuglement. Et au lieu de faire comme le monsieur dans le spot, au lieu de couper, on se dit, bon, on va renforcer, c'est moins cher, c'est une opportunité. Donc on est dans l'aveuglement total. Et puis ensuite, on commence à être effectivement dans le déni, en disant, non, je ne veux pas voir, ça va s'arranger, je refuse. Le déni, la colère, et puis à un moment donné, on arrive effectivement dans l'abattement en disant c'est pas possible. Effectivement, j'aime beaucoup cette phrase que fait le gouvernement. Et effectivement, quand on était en 87, il y avait 2 actions qui avaient été privatisées, c'était Suez et Paribas. Et on se disait mais c'est pas possible, le gouvernement va forcément soutenir à un moment donné. Donc ça peut pas redescendre en dessous du prix d'introduction. Que nenni, évidemment. Donc on arrive à une situation où on souffre tellement, on est tellement angoissé, on a tellement peur que la seule chose qu'on souhaite, c'est sortir de cette peur. Je pense que chacun de nous a vécu au moins une fois ça. On en a tellement marre de souffrir qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de tout couper et de plus rien voir. Et donc, effectivement, on coupe ici.
Et là, on regarde vaguement ce qui se passe par la suite. Si ça a la chance de continuer à baisser, on se dit « Ah ben j'ai bien fait de couper ». Et puis quand ça commence à revenir, on se dit « Ouais, ça va rebaisser ». On refuse, on est à nouveau dans le déni et dans la compréhension du fait que finalement on s'est peut-être trompé. Et puis ensuite, quand ça continue, toujours l'aveuglement, toujours le refus de voir, jusqu'à un moment où le phénomène de frustration revient. On se dit, mais zut, on retrouve les cours, c'est un petit peu plus bas que la fois dernière, donc finalement j'avais sûrement raison. Donc on y retourne. Et puis voilà, la cupidité fait son œuvre et on revient sur le marché, probablement à un moment qui n'est pas forcément opportun. Donc voilà un petit peu ce qui m'avait motivé à l'époque, c'était cette compréhension grâce à l'analyse technique des phénomènes psychologiques et surtout la capacité de maîtriser en fait sa psychologie. Parce que avec l'analyse technique, contrairement à l'analyse fondamentale, on peut fixer des règles. Par exemple, ce que disait Julien tout à l'heure, dire voilà, si ça casse le support, là, à partir de ce moment-là, je sors et je ne veux pas savoir ce qui suit. Mais des règles très simples qui permettent effectivement, pas forcément de devenir riche, mais en tout cas d'éviter de devenir pauvre, qui est quand même la première chose qu'on demande au trading. Alors, on a parlé du livre très brièvement sur le livre. Je vais en venir à Julien. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la première édition, donc, attendez, la première édition que vous voyez sur votre gauche, faisait 342 pages. Et la 7e édition, alors il y a eu 6 éditions intermédiaires, la 7e édition, elle fait 592 pages et elle a été effectivement complètement remaniée, complètement enrichie. On a rajouté des tas de choses, ce qui fait, parce qu'en fait, en 25 ans, ce qu'on peut dire, c'est que l'analyse technique a énormément évolué. Vous voyez, on était à l'époque à écrire les cours sur un papier millimétré. Aujourd'hui, vous avez tout à disposition. Vous pouvez faire tous les tests possibles. Donc, si vous êtes un petit peu matheux, que vous aimez construire des systèmes de trading, vous pouvez. Vous avez tous les logiciels qui vous permettent de le faire. Vous avez maintenant des logiciels qui vous permettent de regarder de l'Ichimoku, des choses ultra complexes graphiquement, qui étaient absolument impossibles à faire, bien sûr, à la main. Tout ça, c'est possible. Mais il est évident que pendant ces 25 années, justement, c'est venu progressivement. Et donc, on a eu, probablement pour grande vertu, de vous en faire part et d'écrire et d'améliorer sans cesse cette version. Et puis, Eric, effectivement, il est retraité de l'analyse technique depuis maintenant belle lurette, on peut le dire. Et moi, à un moment donné, j'étais effectivement un petit peu en dehors de l'analyse technique, un petit peu en dehors des marchés. Et je me disais, on a un petit peu un devoir avec ce livre, c'est de le faire progresser. Et je me suis dit, il faut trouver quelqu'un qui ait toutes les qualités du monde, donc qui soit intelligent, ouvert d'esprit, talentueux, passionné, et qui en plus, et ça c'est quelque chose qu'on a réussi à faire avec Eric, qui sache écrire correctement. Toutes les qualités que nous n'avions plus. Et bien sûr, il n'y a qu'une seule personne qui m'est venue à l'esprit, c'est Julien. Et donc je lui ai demandé de participer. Et donc, tu as participé. Qu'est-ce que tu veux ? Ça. Voilà. Alors, tu vas nous expliquer en fait ce qui a changé, parce que Julien participe à ce livre depuis la 6e édition, et il va vous expliquer ce qui a changé depuis. Alors, quand j'ai commencé à pratiquer, j'ai eu l'impression que des choses étaient très confuses. Là, je parle d'il y a à peu près 15 ans, et je pense que pour ceux d'entre vous qui débutaient, vous devez avoir un peu la même confusion. Si vous écoutez un analyste technique à la télévision, à la radio, vous allez l'entendre dire que la tendance est haussière, par exemple, et donc il faut acheter. Alors vous allez dire, bon, ben voilà, l'analyse technique, c'est suiveur, en fait. Et c'est ce qu'on dit souvent, d'ailleurs, de cette méthode. Et puis, vous allez entendre un autre analyste technique un peu plus tard, la tendance est toujours la même, on est toujours très haut en prix, qui va dire, ah, c'est la fin, c'est fini, il faut tout vendre, il faut même passer vendeur, shorter les marchés, etc. Vous dites, c'est étonnant parce qu'ils utilisent les mêmes outils, mais il y en a un qui est acheteur et l'autre qui est vendeur. Alors, comment ça peut se passer ? Alors, il se trouve que ma lecture des outils de l'analyse technique qui était disponible dans l'ouvrage, c'est qu'il y en a un premier groupe d'outils que j'appelle prévoir. Donc prévoir, ça signifie justement de suivre cette tendance et d'arriver à diagnostiquer le moment où elle n'existera plus, mais tant que ça n'est pas le cas, de rester positionné dans le marché. Et je crois que ça reste la règle de base des analystes techniques pour qui la tendance existe par opposition à une marche aléatoire,
donc de suivre cette notion de prévision au sens, non pas au sens où on a une boule de cristal, mais au sens où on va accompagner cette tendance. Mais il y a une autre branche de l'analyse technique qui, de temps en temps, ressort, mais qui est beaucoup moins claire au départ. Alors pour ceux d'entre vous qui connaissaient par exemple l'analyse d'Elliott, voilà, les fameuses vagues d'Elliott, voilà quelque chose qu'on utilise en analyse technique, mais qui vous dit quoi? Qui vous dit à un certain moment, ah, là c'est le sommet, c'est fini, ça va baisser, et par exemple ça va baisser de 20%. C'est très étonnant parce que la tendance ne nous dit pas ça. Donc il faut arriver à utiliser en fait ces deux blocs de l'analyse. Et c'est pour ça qu'on a, en utilisant des rubriques en fait déjà existantes, on a créé une section entière dans le livre qui s'appelle la décision. Parce qu'en fait la décision, c'est d'arriver à utiliser ces deux outils. D'abord celui de la tendance pour se positionner, et ensuite celui que j'appellerais de l'anticipation, celui qui permet de se demander, enfin de répondre clairement, est-ce que je suis en train d'acheter au plus haut, est-ce que j'ai une possibilité d'acheter au plus haut ou pas? Et tant qu'il ne vous répond pas justement, vous pouvez continuer. Grâce à ces deux rouages, si on arrive à correctement les utiliser, ce qui est l'objectif, alors on optimise systématiquement et considérablement en fait toutes les décisions. Donc voilà le point sur lequel moi j'ai le plus travaillé. Puis à l'occasion de la dernière édition, on a parlé d'une méthode qui s'appelle la méthode de Tom DeMark. Thierry disait que l'analyse technique avait beaucoup évolué au cours des 25 dernières années. Il parlait d'Ichimoku. Quand j'ai découvert Ichimoku il y a un peu plus de 10 ans, je me suis demandé comment les analystes techniques japonais qui avaient créé ça, en fait il y en avait un principalement, mais comment ils faisaient en 1950 pour représenter pour ceux d'entre vous qui connaissaient Ichimoku avec le nuage, avec la ligne retardée, comment ils faisaient pour se représenter ça graphiquement? Parce que chaque jour, il fallait aller tracer un nuage, calculer des moyennes, mettre des couleurs. Ça devait être quand même très très compliqué. C'était plus qu'un sacerdoce. Alors, dans les grandes méthodes récentes, on a fait un focus dans cette édition sur la méthode de Tom DeMark. Alors, Tom DeMark a découvert des choses. Il n'est pas analyste, je crois qu'il ne se définit pas comme analyste technique, mais en tout cas, nous, on l'a rangé évidemment dans notre discipline, et on n'est pas les seuls, puisque aux États-Unis, ils l'ont déjà fait depuis relativement longtemps. Dans les années 80, il a constaté une succession de choses qui lui permettaient de poser une règle, et une règle qui rentrerait presque un petit peu dans ce que je décrivais comme l'anticipation. Alors, je vais vous donner un exemple là, et puis on va être dans des cas de marché extrêmement précis. Là, vous avez une succession de prix. Et puis, je vais définir la première règle de Tom DeMark, qui est de dire que chaque jour, enfin à chaque barre en fait, ici c'est pas des jours, c'est des mois, c'est presque pareil, à chaque barre, je regarde si je suis au-dessus de la clôture de 4 barres précédentes. Voilà, règle très simple. Et si oui, je commence à marquer un chiffre. Et si le lendemain, j'ai la même situation, ma clôture est supérieure à la clôture 4 barres avant, eh bien je marque ici un deuxième chiffre. Eh bien quand j'arrive à 9, ça veut dire qu'il faut que tout soit consécutif, j'ai un premier élément d'un cycle complet de marché. Voilà la découverte de Tom DeMark qui est, encore une fois, à un peu plus de 20 ans. Mais il va plus loin. Il dit, une fois qu'on a ça, on va attendre, et là il fait un autre calcul que je ne vais pas détailler parce que ce n'est pas l'objet ce soir, il fait un autre calcul pour dire, je peux avoir 13 séances, cette fois-ci non consécutives, et une fois que le calcul est validé, alors je sais une chose, je sais que tout ça, c'est un cycle de marché complet. Ça forme un tout, ça forme un ensemble. C'est-à-dire qu'à partir de là, soit le marché va consolider, soit le marché va se renverser. Vous voyez qu'on est déjà un peu dans la notion d'anticipation. Alors maintenant, j'ai choisi un graphique ici qui part à 1000 points et qui va à 2000 points. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous le voyez ici, Eric en parlait, ça, c'est un élément du crack de 1987. Et ce que je vous montrais est ici. C'est-à-dire, on est en train de regarder le CAC 40 de 1987 à 1993. Alors regardez justement plus attentivement avec moi ce graphique. Vous allez voir ici que vous avez une succession 9 puis 13, vous avez une consolidation. Vous avez en dessous une succession 9, vous avez une autre succession 9. Vous avez après, à partir de 2003, 9, 13, 9, 13. Vous voyez à quel point, sur ce niveau-là et sur ce niveau-là, les prix ont été capables de se renverser. Et c'est juste l'exemple du CAC 40. Évidemment, ce n'est pas un exemple parfait, mais ça permet de se dire et de répondre à la question, tiens, en ce moment, est-ce que le marché, par exemple, est sur une situation particulièrement dangereuse? Eh bien, qu'est-ce que le marché, justement, a fait? Vous voyez ici, en 2012, très exactement en juillet 2012, il a marqué un compte qu'on appelle en 13, derrière un compte en 9, c'est-à-dire la fin d'un cycle de baisse, donc la possibilité d'un renversement haussier. C'est à ce moment-là, et c'est bien évident, que Mario Draghi s'est exprimé, et vous avez le marché qui, à ce moment-là, a commencé à remonter. Alors,
petite indication sur ce qui se passe en ce moment, puisque c'est aussi un petit peu l'objectif, eh ben, on a une indication qui pour le moment n'est pas bonne. C'est-à-dire que pour le moment, comme vous le voyez sur le CAC 40, on a le début d'un décompte qui est baissier. Alors, ça n'est pas grave en tant que tel, ça ne signifie pas que le marché va baisser, mais ça signifie, et je crois que c'est ce que disait tout à l'heure l'autre intervenant, c'est que nous sommes sur un point relativement crucial. C'est qu'il serait souhaitable dans les 3 mois qui viennent que le marché remonte et invalide ce décompte. Parce que chaque mois où il ne remontera pas, c'est ce décompte qui sera en place. Donc chaque mois où il ne remontera pas, on a un risque correctif sur le marché. Vous avez sur le marché américain, le S&P 500, vous avez en ce moment ce qu'on appelle un décompte en 9 et 13 qui vient de se réaliser. Alors ça ne signifie pas pour autant que la hausse est terminée, mais ça signifie que nous sommes sur un point extrêmement important. Donc je rejoins l'observation selon laquelle c'est crucial. Ces outils sont utilisés par des investisseurs internationaux. Tom DeMark d'ailleurs et ses disciples conseillent notamment des investisseurs institutionnels de type compagnie d'assurance sur la base de leur réflexion. Donc c'est quelque chose qui se développe. Vous pourriez vous dire, bah, comme l'Europe va mal, qu'on est en pleine déflation, on va aller sur des pays émergents. Eh bien, on voit ici, dans cet exemple, que, typiquement, voilà, sur le marché de Dubaï, qui a beaucoup monté au cours des 3 dernières années, on est à un endroit où ça n'est pas intéressant. Et un peu à l'opposé, on est en train de débuter un décompte haussier sur un marché comme le Maroc. Cet outil, il donne la possibilité de screener. Alors là, je montre les indices de pays, mais c'est pareil pour les actions. Il donne une possibilité de screener un univers extrêmement large et de se faire très rapidement une idée sur l'état des choses. Alors je vous donne le Brent, parce que si certains d'entre vous trouvent que le baril de pétrole a beaucoup baissé, ben vous pouvez regarder ce graphique, puisque là c'est un baril de Brent avec des données quotidiennes. Eh bien vous voyez que le décompte en 9 a démarré et qu'on est en ce moment sur le décompte en 13, qu'on est à la barre 9. Donc ça veut dire qu'il nous reste un minimum, peut-être un peu plus, de 4 jours encore de baisse pour envisager que le décompte baissier soit complet. Donc si vous envisagez d'acheter du Brent aujourd'hui au motif que ça a beaucoup baissé, ben sachez que ce type d'information vous dit que c'est peut-être pas encore le moment, mais que quand vous verrez, et si vous voyez ici un 13 se former, alors peut-être que là, on sera sur la possibilité d'un renversement haussier du Brent. Et puis ce matin, alors j'ai pris le graphique à ce matin, je crois qu'il était 10 heures, il me semble. J'ai pris le graphique du DAX, et pour aller encore plus loin sur Tom DeMark, j'ai pris le graphique du DAX où chaque bâtonnet ici va représenter une heure de cotation. Donc là, il est parti sur, pas de l'intraday, mais presque, sur un horizon de 30 très rapproché. Vous voyez la composition ici du DAX, c'était une séquence en 9, et puis on débutait une séquence en 13 qui n'était pas terminée. Le marché, en gros, n'a fait que monter sur toute la séance. C'était plutôt ce qu'indiquait cette lecture. Donc il y a des nouvelles techniques dans l'analyse technique. Je pense qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Et ce sont ces techniques qu'on essaye de véhiculer dans notre ouvrage et sur lesquelles il faut s'intéresser. Parce que vous avez pu le remarquer, les techniques de triangle, de rectangle, qui existent depuis une centaine d'années, fonctionnent. Mais comme un peu tout le monde les voit, il faut commencer à aller chercher des méthodes qui sont un petit peu différentes, en tout cas qui sont moins lues par l'ensemble des opérateurs. Alors dans le dernier ouvrage, on a travaillé sur quelque chose qui nous a beaucoup intéressé, qui est un élément qui est apparu il y a 7-8 ans. Quand j'ai commencé, moi, l'analyse technique, on m'a dit, surtout n'en parle pas, un livre d'analyse technique ou une revue d'analyse technique, ça se vendait presque sous le manteau, comme si ça avait un caractère un petit peu étrange. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, cette réputation de l'analyse technique que j'ai connue, en fait, progressivement, s'est estompée. Mais le milieu qu'on appelle académique, les professeurs, ceux qui enseignent aux jeunes d'aujourd'hui, n'étaient toujours pas tout à fait d'accord pour signaler que l'analyse technique au moins existait et pour en donner les premiers principes. Eh bien, depuis 5-6 ans, le terme qu'on a utilisé avec Thierry, c'est la glace est rompue. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui la plupart des chercheurs, le monde académique et le monde dans l'enseignement, qui, la crise de 2008 a évidemment beaucoup aidé, constatent que les marchés sont quand même essentiellement soumis à des facteurs psychologiques. Donc ce que disait Thierry au travers de cet exemple du cycle du petit porteur, d'ailleurs en rappelant que, et on le sait, on l'a vu, ça arrive aussi à des investisseurs institutionnels d'avoir ce type de raisonnement, eh bien on a consacré une section spéciale à la finance comportementale dont tu me donnes peut-être quelques mots pour voir en quoi elle vient compléter l'utilisation de l'analyse. Oui, alors effectivement, quelques mots en fait sur l'analyse de la finance comportementale. Juste pour reprendre ce que disait Julien, c'est vrai que depuis à peu près le début des années 2000, il y a un vent nouveau qui s'est levé dans le monde académique
avec une vision beaucoup plus ouverte sur l'analyse technique. Il y a quelqu'un qui est très important dans le monde académique, mais aussi dans le monde professionnel, parce qu'il est effectivement aujourd'hui, il gère un très gros hedge fund, c'est Andrew Lo. Andrew Lo a écrit en 2000, avec deux compères, un article qui s'appelle Foundation of Technical Analysis, et qui essaie de comprendre comment fonctionne l'analyse graphique. Et donc pour ce faire, il a utilisé de tas de données complexes en utilisant ce qu'on appelle en fait une analyse quantitative extrêmement complexe pour arriver à repérer des configurations graphiques et pour voir si effectivement ces configurations graphiques apportaient quelque chose, apportaient de l'information. Et la réponse à la fin de cet article, qui fait une trentaine de pages, c'est oui. Et il a passé ensuite tout un ensemble il a fait d'autres recherches qui ont également validé ce principe. Ce qui est intéressant, c'est que Andrew Lo, quelques années plus tard, a écrit, je crois en 2011, un livre sur l'histoire de l'analyse technique, parce qu'il trouve toujours ce sujet absolument passionnant, et il a bien raison. Juste pour revenir, avant de passer à la finance comportementale, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que dans les années 60-70, le monde académique est totalement bloqué par une seule idée, la notion d'efficience des marchés. Vous en avez sûrement entendu parler, le fait que les marchés évoluent de façon aléatoire. Donc c'est ce qu'on appelle les fameux random walk, c'est-à-dire la théorie de la marche au hasard, comme quoi en fait le cours de demain n'est nullement influencé par le cours d'aujourd'hui et le cours d'avant-hier ou d'il y a une semaine. À partir de là, ça veut dire que tout travail, que ce soit analyste financier ou analyste technique, n'a strictement aucun intérêt, puisque demain, ça sera totalement aléatoire. Alors pourquoi j'introduis ça? Parce que tout un ensemble de recherches académiques ont commencé à attaquer le sujet en disant non, c'est pas possible, les individus ne sont pas rationnels. Vous le savez tous plus ou moins, on n'est pas rationnel quand on achète une action, on l'achète pour tout un ensemble de raisons qui ne sont pas forcément rationnelles. Donc ça, c'est le premier principe. Il y a quelqu'un qui s'appelle Shiller qui a attaqué le principe de marche au hasard sur un point très académique, mais ensuite la finance comportementale, donc, qui était menée par Daniel Kahneman, qui a reçu le prix Nobel de finance et d'économie il y a maintenant une petite dizaine d'années. Il faut que j'aille beaucoup plus vite. Donc je voulais vous parler de quelque chose de passionnant, mais on en parlera tout à l'heure. On en parlera peut-être au cocktail. Exactement. Parce qu'on a démarré un petit peu en retard et on a deux questions là sur lesquelles il faut qu'on réponde sur la... Oh là, mais juste 32. Donc du coup, je zappe quelque chose. J'ai juste une question à vous poser. Si je vous demande ceux d'entre vous qui se considèrent comme des mauvais conducteurs, est-ce que vous pouvez lever la main? Voilà qui est très rassurant. Nous avons 7 mauvais conducteurs dans la salle. Et qui se considérerait comme plutôt bons conducteurs? Un peu plus. Bon, et il y a beaucoup de timides, j'en suis sûr. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un biais d'optimisme et qu'on a simplement tendance à exagérer ses talents et diminuer ses faiblesses. Un exemple, quand vous perdez de l'argent sur le trading, la plupart du temps, vous avez le réflexe, c'est pas de ma faute, il y a Draghi qui a parlé à ce moment-là, et du coup, bam, badaboum. Et en revanche, si vous avez gagné de l'argent, la seule chose que vous considérez, c'est que vous avez quand même un peu de talent. On en est tous là. Donc ça, c'est le biais d'optimisme qui est très important. La deuxième chose qu'on retrouve dans la finance comportementale, je pense que c'est important de les mentionner, c'est la fragilité par rapport à la prise de décision. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises de façon finalement un peu aléatoire. Et aussi, on recherche de la congruence, c'est-à-dire qu'on va chercher des idées qui vont simplement valider notre a priori. Et donc, toutes les idées qui vont, au contraire, les remettre en cause, on va dire, ouais, c'est pas très grave. Par exemple, si vous êtes haussier, vous avez entendu Julien dire pourrait peut-être y avoir un top, etc. Vous dire, ouais, mais c'est homme de marque, ça compte pas, je reste sur mes autres éléments. Donc, on a effectivement une fragilité dans nos prises de décision. Et puis, dernier point, il y a quelque chose qu'on observe dans notre vie en permanence, c'est des dissonances cognitives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a foi en quelque chose, mais que dans la pratique, on a du mal effectivement à agir correctement. Prenez l'écologie, vous avez probablement, on est tous écolos, sauf que pour aller faire les courses, on prend notre voiture.
Pour le trading, c'est exactement la même chose. On est tous d'accord qu'il faut un processus d'investissement, de gestion avec des règles, etc. Au départ, on est bien d'accord. Et puis, à l'arrivée, cette fois-ci, c'est un peu différent. Et à chaque fois, vous avez le réflexe, cette fois-ci, c'est différent. Et vous biaisez. Et du coup, on connaît les résultats. Enfin, vous les connaissez. Thierry, on passe aux questions. Et d'ailleurs, vous pouvez garder la main une seule seconde. Une question perso, là, un peu pour vous. Pourquoi un trader devient gérant de portefeuille, gérant de fonds alternatifs? Alors ça, c'est une question qui n'était pas prévue. En 30 secondes. Bah, les questions, c'est jamais prévu. Pourquoi un trader devient gérant? C'est l'âge d'abord. Et puis ensuite, c'est le goût. En fait, moi, ce qui m'intéressait dans la gestion, c'est le fait de rencontrer des investisseurs, d'être challengé par des investisseurs. On apprend énormément. Quand vous êtes juste trader, en fait, vous êtes devant votre écran et vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de clients, point barre. Et cette absence d'humanité ne m'intéressait pas. Ça pèse avec les années. Une deuxième question peut-être pour vous, Julien, je ne sais pas. Elle va s'afficher, on la découvre ensemble. Une question sur cette fin d'année, notamment. Et sur l'indice, l'indice S&P ou l'indice CAC 40. On la découvre sur l'indice Thierry, S&P. peut-être sur le S&P. Ah, vous la voyez, voilà. Où sera le CAC 40? Je me retourne. Où sera le CAC 40 à la fin de l'année? Et quelles seront les valeurs les plus performantes l'année prochaine? Bon courage. Alors, Julien. Je vais commencer par les valeurs les plus performantes l'année prochaine, parce que c'est très facile. Le marché étant sur un point crucial, je suis dans l'impossibilité vraiment de vous répondre. Donc comme ça, c'est fait tout de suite. En revanche, compte tenu du fait que j'ai l'analyse d'homme de marque est un point et un point d'analyse cyclique que je n'ai pas développé, je n'ai pas le temps, compte tenu du fait qu'on est sur des niveaux qui sont a priori quand même relativement importants sur les marchés, si je devais prendre un pari pour 2015, je crois que je ferais du Nestlé et du Novartis. Donc vous sentez dans le choix de valeur que moi je prendrais sur 2015 quelque chose de quand même assez prudent à ce stade. Pour la prévision de fin d'année, peut-être Thierry, toi tu sais plus de choses que moi. Alors heureusement j'ai des anti-sèches, parce que pour vous avouer très franchement, je ne regarde jamais le CAC 40, je regarde plutôt la globalité, je regarde surtout l'Eurostoxx. Mais donc sur le CAC 40, j'ai une vision plutôt confortable pour la fin de l'année. Je pense qu'on a eu une capitulation pendant le mois d'octobre avec une situation d'extrême où le marché a anticipé une récession aux États-Unis alors que l'activité économique aux États-Unis est au top. Donc on a eu effectivement un phénomène d'excès et je pense que suite à cet excès, suite à cette capitulation, on peut effectivement espérer quelque chose d'assez positif pour la fin de l'année. Qui plus est, cycliquement, la fin d'année est toujours assez positive. Donc pour le CAC, ça veut dire au minimum, alors pour la fin d'année, je ne sais pas, mais j'anticipe au moins un retour sur les plus hauts récents, 4600. Et puis, normalement, si on traverse les 4600, on devrait trouver 4900 et 5250 si tout se passe bien. Bon, messieurs, vous enchaînez? Je crois que vous avez une petite démonstration pour terminer. Parce qu'on nous pose souvent la question de est-ce que l'analyse technique marche? Voilà. Alors, il y a beaucoup de manières de démontrer ça. On peut reprendre ce qu'on a écrit, on peut reprendre nos livres. Mais Eric, qui parlait de la manière dont l'analyse technique, eh bien, il l'a découverte, de la manière dont il l'a appréhendée, c'était il y a de nombreuses années maintenant. Il a une manière, une sorte de démonstration qui peut-être pourrait être assez différente de ce qu'on regardera ailleurs. Eric, comment est-ce que tu peux nous démontrer que l'analyse technique marche? Essayez de démontrer. Dans le cas d'une démonstration qui, comme tout ce qui concerne l'analyse technique, peut marcher à 100%, peut marcher à 90%. On va essayer de s'arranger pour qu'elle ne marche pas à 0%. Alors c'est une petite démonstration ludique plutôt que vous faire un discours un peu fastidieux sur le sujet. Une démonstration ludique qui va faire appel à vous, d'une part, et à l'ensemble de l'audience, et puis qui va faire appel à un objet extrêmement simple qui est le chiffre. Alors pourquoi le chiffre? Parce que c'est simple, tout le monde connaît les chiffres, ça débute à 1, ça se termine à 9. On les connaît depuis qu'on est tout petit. Les chiffres sont nos compagnons depuis, grosso modo, 5000 ans, puisque les experts, dont je ne fais pas partie, datent l'apparition des premiers systèmes de numérotation aux alentours de 3200 ans avant Jésus-Christ, donc ça date quand même pas d'aujourd'hui. Les chiffres ont une valeur symbolique à laquelle nous sommes tous sensibles. Vous êtes tous probablement d'accord sur le fait que les chiffres 7 ou les chiffres 13 sont porteurs de chance ou de malchance pour certains, selon vos croyances. Le chiffre 69 a une symbolique érotique sur laquelle je ne m'étendrai pas pour des raisons évidentes. Le chiffre 666, c'était le nombre de la bête dans les textes bibliques, c'est la symbolisation du diable. Ils ont aussi une valeur pratique parce que nos vies sont rythmées par le chiffre.
tous autant que nous sommes dans cette salle, sans aucune exception j'imagine, nous sommes codés, nous sommes connus de manière unique au niveau de l'administration fiscale, etc., par notre numéro de sécurité sociale, qui est grand comme ça et qu'on a mis 15 ans à apprendre. Encore, il y a même des gens qui ne le connaissent pas, je crois. On a 350 numéros de téléphone dans nos smartphones. Quand on rentre ce soir chez soi, on tape un digicode pour pouvoir rentrer dans son immeuble. On a tous des tas de codes PIN qui tournent dans la tête parce que chaque fois qu'on veut rechercher chaque fois qu'on doit faire un achat avec une carte de crédit, les chiffres sont en permanence avec nous. Donc, on va utiliser les chiffres pour la démonstration. Je vais vous demander un truc très simple. Je vais vous demander, tous autant que vous êtes dans la salle, de faire le vide dans votre esprit une demi-seconde et de penser, uniquement penser, ne le criez pas, à un chiffre compris entre 1 et 9. Ça peut être 1, ça peut être 9, ça peut être n'importe lequel des chiffres entre 1 et 9. Allez-y, réfléchissez et fixez-vous mentalement sur un chiffre. En général, ça ne prend pas une demi-heure. Donc j'imagine que tout le monde a un chiffre en tête. On est d'accord? Tout le monde a un chiffre en tête. Alors attendez, je vais prendre un petit... c'est une expérience à gros budget. Donc il y a un dossier, il y a du papier, des crayons. Ok, voilà. Du papier, un crayon. Je vais demander à ceux d'entre vous qui ont pensé au chiffre 1 d'avoir la gentillesse de lever la main. Il n'y a pas beaucoup de chiffres 1, c'est étonnant. C'est génial. Alors je vais demander à monsieur, qui se trouve juste devant moi, d'avoir la gentillesse de venir sur scène et de représenter le chiffre 1, humainement. On peut applaudir monsieur, qui est le number 1. Alors, je vais vous donner un panneau sur lequel j'ai marqué le chiffre 1. Tout le monde le voit? Je vais vous demander de le tenir devant vous. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le garder comme ça. Ouais, impeccable. Quels sont ceux d'entre vous qui ont pensé au chiffre 2? La plus personne ne lève la main parce que personne ne veut venir sur scène. Je connais le truc. Figurez-vous que je ne suis pas né de la dernière pluie. Monsieur là-bas, génial. Vous voulez avoir la gentillesse de venir nous rejoindre? Le chiffre 2. Monsieur va symboliser le chiffre 2. Voilà un magnifique écriteau qui vous attend. Vous mettez... Ah ben c'est génial. Vous voyez, la symbolique. Vous mettez à côté de monsieur, qu'on voit bien les chiffres. Qui a pensé au chiffre 3? Monsieur. C'est très gentil. Le chiffre 3. Ah ben monsieur est un alpiniste. Voilà, merci bien. Vous avez des petits escaliers sinon sur le côté. Le chiffre... Qui a pensé au chiffre 4? Madame. Oh, madame a l'air très pressée de venir sur scène. Le chiffre 4, ça fait plaisir. Je vous accueille avec le chiffre 4. Merci beaucoup, chère madame. Ne tombez pas surtout. Qui a pensé au chiffre 5? Qui veut venir représenter le chiffre 5? Voilà, il y a un monsieur qui est déjà debout là-bas. Ça marche. Le chiffre 5 pour monsieur. Il y a des escaliers là-bas. Ça évitera d'avoir à sortir l'échelle de corde. Et puis vous rejoignez nos amis. Ça fait un peu usual suspect. Vous avez remarqué? Heureusement qu'il n'y a pas les tailles derrière, parce que sinon ça ferait spécieux. On en est où à 5? Le chiffre 6, s'il vous plaît. Qui a pensé au chiffre 6? Monsieur. Alors vous m'excusez, je prends surtout des gens du premier rang, parce que, des rangs les plus proches, ça évite d'avoir à déranger la totalité de la salle. J'ose espérer que tout le monde ici est prêt à confirmer que nous ne nous sommes jamais rencontrés, que nous n'avons rien organisé, ni quoi que ce soit. C'est la première fois que je vous vois tous ici autant que vous êtes. On est presque au bout. Il en manque 3. Qui a pensé au chiffre 7? Monsieur. Le chiffre 7. Qui est prêt? Qui vous attend? Ah, encore un sportif. Allez, encore un sportif, merci bien. Qui a pensé au chiffre 8? Attendez, j'essaie. Ah, madame, j'essaie d'avoir quelques représentantes du sexe féminin. Chère madame, le chiffre 8. Merci. Parce que sinon, on va dire que l'égalité dans les chiffres est mal représentée. Merci beaucoup. Et le dernier, le chiffre 9. Est-ce qu'il y a une dame? Oui, madame. Excusez-moi, messieurs. Le chiffre 9 pour madame. Et voilà, on est prêt. Attends, par ici. Allez-y. Il y a un escalier. Je viens vous donner la main, vous aider à monter, mais c'est plus facile par les escaliers. Voilà, le chiffre 9. Alors, on a 9 numéros, mais on a surtout 9 charmantes personnes qui représentent les chiffres en question. 1, 2, 3, 4, 5, merci, 6, 7, 8 et 9. Alors, avant d'aller plus loin, je vais regarder ces charmantes personnes pendant quelques instants
Et je vais marquer là-dessus, sur ce papier, quelque chose qui prendra toute sa signification dans quelques instants. Alors, je vais me mettre par là-bas, de façon à ce que les caméras ne puissent pas montrer ce que j'écris. Parce que sinon, il n'y a plus beaucoup d'effets de surprise. Alors d'ici, moi, c'est pas très facile de regarder nos usual suspects. Alors, vous pouvez le tenir dans l'autre sens parce que, voilà, ouais, merci bien, c'est gentil. Comme ça, tout le monde sait que c'est un 9. Ok, alors, je vais écrire ceci. Voilà. J'ai marqué quelque chose sur ce papier. Et ce papier, je le mets ici. Et plus personne n'y touche avant la fin de la démo. On est d'accord? Alors maintenant, alors d'abord, on ne va pas garder nos amis dans cet ordre-là parce que c'est pas très joli d'avoir de 1 à 9, donc on va les randomiser, comme on dit en franglais extrêmement laid. On va mettre monsieur, voulez-vous décaler un petit peu sur la droite, s'il vous plaît? Monsieur, vous rejoignez notre ami, s'il vous plaît. Madame, on va prendre voilà, madame, vous rejoignez, voilà, un premier groupe là-bas. Monsieur, vous voulez bien vous mettre par là-bas à gauche, s'il vous plaît. Madame, vous vous mettez avec monsieur. Vous mettez par là-bas. Qu'est-ce que je vais prendre encore? Qu'est-ce que je vais prendre? Monsieur, vous avancez par ici. Monsieur, vous rejoignez monsieur. Monsieur, vous rejoignez monsieur. Madame, vous rejoignez madame et monsieur. Ça marche? On est toujours à 9, hein, 3 x 3, 9. On est toujours à 9, on a fait 3 groupes de 3, on est d'accord? Alors à partir de maintenant, je ne fais plus rien. C'est vous qui faites tout. On va commencer, parmi ces 3 groupes, on va commencer par en éliminer un. Il y a un groupe qui va être éliminé par vous. Et le groupe qui sera éliminé, les 3 personnes vont rejoindre leur siège, elles pourront garder le papier en souvenir de la soirée, et ces 3 chiffres ne serviront pas à la démonstration. Je vais demander à monsieur, par exemple, monsieur qui a la veste bleue et qui a le menton, voilà, c'est vous monsieur, très gentiment, est-ce que vous voulez avoir la gentillesse de nous indiquer lequel de ces 3 groupes va être éliminé? Vous choisissez, c'est celui que vous voulez. Celui qui est complètement à droite? Alors, messieurs, madame, je suis désolé, merci. Je vous remercie de votre participation, on vous applaudit bien fort, vous regagnez vos places. Merci beaucoup. Attention. Il nous reste donc, après le choix de monsieur, 2 groupes. D'accord? Alors, je vais vous demander de reculer un petit peu, de vous mettre sur la droite. Voilà, et vous de rester là où vous êtes. Nous avons 2 groupes. Maintenant, ces 2 groupes vont avoir une signification différente. L'un des 2 groupes va être désigné comme étant le groupe des dizaines. L'autre groupe sera donc le groupe des unités. Ok? Et je vais demander à madame, avec son écharpe, est-ce que vous voulez la gentillesse de nous désigner le groupe qui sera celui des dizaines, et donc celui qui sera des unités? C'est votre choix. Les dizaines à votre droite. Ceci, le groupe des dizaines. Ceci, le groupe des unités. Vous êtes sûr de ne pas vouloir changer? Je ne vous ai pas influencé dans votre choix. D'accord. Merci. Alors, à partir de là, nous savons qu'ici, nous avons les dizaines. Ici, nous avons les unités. Je vais maintenant demander à diverses personnes dans la salle de fabriquer, à l'aide de nos amis ici présents, 3 nombres de 2 chiffres. En prenant les dizaines ici, puisque c'était le choix de madame, et les unités là-bas. On est d'accord? Donc, et les nombres en question, je vais les noter là-dessus. Ok? Donc, je vais demander à madame, ici au premier rang, est-ce que vous voulez avoir la gentillesse de me désigner, parmi ces 3 chiffres de dizaines, quel est celui qui sera le premier chiffre des dizaines du premier nombre? Pardon? Le monsieur à lunettes, c'est-à-dire le chiffre 7. Nous sommes d'accord? Donc, le chiffre 7 ici, monsieur, vous voulez avoir la gentillesse de regagner votre place? Merci beaucoup de votre participation. Donc, nous avons un premier nombre qui va démarrer par un 7, et vous nous indiquez, chère madame, dans le groupe des unités, lequel de ces 3 chiffres sera l'unité qui va s'ajouter au 70. Le 3. Monsieur, nous avons donc constitué le nombre 73. Nous sommes d'accord? C'est bien votre choix? Merci. Ok. Monsieur, si vous voulez avoir la gentillesse de regagner votre siège, merci bien. Merci beaucoup pour votre participation.
Deuxième nombre maintenant. Je vais demander à monsieur là devant, est-ce que vous pouvez nous indiquer parmi les deux choix possibles pour les dizaines, le 2 ou le 6, celui que vous voulez? Le 6? Ok, donc le 6 pour deuxième nombre. Merci beaucoup, cher monsieur. Et quelle charmante personne pour représenter le chiffre des unités? Vous avez le choix entre le 4 et le 8. À gauche, le 8. Donc, on a fabriqué le 68, nous sommes d'accord? C'est bien ça, chère madame? Merci beaucoup. Et donc, évidemment, le troisième, c'est pas très compliqué. On sait que pour les dizaines, on a le 2 et que pour les unités, on a le 4. Ok? Merci beaucoup, cher monsieur. Merci beaucoup, chère madame. On applaudit tous nos participants, parce que c'est toujours très difficile de venir sur scène face à une audience, même aussi sympathique que vous. Nous avons donc fabriqué 3 nombres de 2 chiffres, d'une manière totalement aléatoire. Je vous rappelle qu'on est parti avec 9 nombres. Je vous rappelle qu'une personne de l'assistance a décidé d'éliminer l'un des groupes. Personne ne pouvait savoir à l'avance quel groupe serait éliminé. Ensuite, une autre personne a désigné un groupe pour les dizaines, un groupe pour les unités. Personne ne pouvait savoir quel allait être le choix. Je crois que c'était de madame ici. Ensuite, 3 personnes différentes ont choisi un chiffre pour les dizaines, un chiffre pour les unités, de façon à fabriquer les nombres 73, 68 et 24. D'accord? Je ne suis intervenu en rien dans ces choix. Nous sommes d'accord? Bien. Si je totalise ces 3 nombres, je vais obtenir 4 et 3, 7 et 8, 15. On est d'accord? 5. Et je retiens 1. On va faire ça à la scolaire. D'accord? 7 et 1, 8. 8 et 6, 14. 14 et 2, 6, 16. On est d'accord? 165, si je vérifie. 8 et 3, 11. 11 et 4, 15. 5 et je retiens 1. 7 et 1, 8. 8 et 6, 14. 14 et 2, 16. Le total de ces 3 nombres, dont personne ne pouvait connaître l'origine, est de 165. Nous sommes d'accord? C'est vous qui les avez fabriqués sur la base de vos choix, sans que j'intervienne aucunement. Vous vous rappelez qu'avant que nous commencions cette expérience, okay, avant que vous n'ayez fait le premier choix, okay, j'ai inscrit quelque chose sur le papier qui est ici, auquel je n'ai pas touché depuis, je ne m'en suis même pas approché. Okay, je vais le faire pour la première fois. Okay. Sur le papier, il y a marqué « Le total de vos nombres sera 165 ». Waouh. Je peux le donner à vérifier. Bravo. N'importe qui. Bluffant. Ça La veut morale dire de quoi? l'histoire. La morale de l'histoire. Ça veut dire, pardon? La morale de l'histoire, s'il vous plaît. La morale de l'histoire, ça veut dire que dans un univers particulier, parce que ce soir c'est un univers un petit peu particulier, mais je ne connais personne dans la salle, je n'ai évidemment rien arrangé avec personne. La morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que dans un certain nombre de circonstances, en essayant de, entre guillemets, lire les gens, lire ce que quelqu'un va faire, lire ce qu'une majorité de gens est susceptible de faire, on peut être susceptible d'anticiper un certain nombre de choses. Et c'est très exactement ce que l'analyse technique cherche à faire. Elle peut chercher à prévoir où sera le CAC 40 en 2046. Utile de vous dire qu'il n'y a pas grand monde qui a une idée très précise. En revanche, on peut espérer arriver à faire quelque chose en essayant de comprendre ce que les autres opérateurs de marché sont en train de faire, ce que les opérateurs de marché font dans leur majorité. Et s'ils sont en majorité acheteurs, il y a quelques chances pour que les cours montent. De temps en temps, on a des déconvenus. S'ils sont en majorité vendeurs, il y a quelques chances pour que les cours baissent, et ce, quel que soit le support étudié. Donc là, on boucle un peu avec la finance comportementale. Pourquoi? Parce qu'on s'intéresse au comportement des gens. Et les marchés, tout informatisés qu'ils sont quand même, in fine quand même, des marchés sur lesquels des gens expriment des émotions, ils expriment des fantasmes, ils expriment des idées. Ils restent quand même profondément humains, in fine. Et en matière de psychologie, il y a des tas de techniques qui permettent de lire un petit peu le comportement des gens et d'anticiper la réaction d'un individu, de 10 individus, de 2000 individus ou d'une foule. C'est ce que l'analyse technique cherche à faire, c'est ce que ma petite démonstration, qui n'avait pas d'autre prétention, a cherché à vous démontrer. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je tiens à remercier particulièrement tous ceux qui m'ont aidé dans la démonstration. Merci encore. Merci messieurs. Merci à tous les trois. Belle démonstration et on peut vous retrouver en bas, hein, au -1, pour parler de tout ça et évidemment de ce très bon bouquin, 7e édition, pour aller plus loin avec vous. À tout de suite messieurs, donc le cocktail c'est juste en